Pour ces enfants dont la vie scolaire a été une suite d'échecs, il semble que l'essentiel soit de trouver un moment où ils puissent réussir. Et cette réussite, bon, elle va se situer d'abord dans une absence de jugement du maître tout au cours de cette année, mais elle va se situer aussi dans la recherche d'entreprises qui pourront leur donner l'impression d'avoir réalisé quelque chose de valable. Et pour cette année, par exemple, leur grande fierté est d'avoir réussi à mettre sur pied ce voyage en Angleterre. Cela restera le garant que dans leur vie scolaire au moins, ils auront réussi quelque chose. Et cette réussite étant une réussite collective, je pense qu'elle aura d'autant plus de poids et d'autant plus de valeur. Monsieur Fonvielle, le maître de cette classe de Gennevilliers n'est pas là, mais nous allons tout de même pouvoir discuter sur cette séquence. Il est en classe de neige, je crois, c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu venir participer à ce débat. Est-ce que dans cette séquence, il y a quelque chose de particulier qui vous a frappé, je veux dire, en plus de ce que nous avons déjà vu? Je crois que ce qui nous a frappé, évidemment, c'est l'aspect synthétique du projet de l'instituteur. C'est-à-dire que nous avons un instituteur qui non seulement s'est révélé un excellent praticien, mais qui nous a fait un résumé, si vous voulez, assez magistral de l'ensemble de ses ambitions par rapport aux élèves qui lui sont confiés. Alors ça, j'avoue que je trouve cela assez impressionnant. On a l'impression que les élèves s'épanouissent, et qu'ils sont heureux, n'est-ce pas? Nous avons toujours cette notion d'un enseignement qui n'est pas dolosif, qui n'est pas douloureux, mais qui est intégré en quelque sorte à la vie présente. C'est ça qui est intéressant. Monsieur l'inspecteur a fait remarquer que Fonvieille avait quelques idées en point de vue théorique. Il serait intéressant de rechercher l'origine des instructions officielles de 1963, et sa classe avait servi un peu de base. À noter qu'il n'est même pas il n'est même pas professeur de classe pratique à l'heure actuelle, mais ça c'est un détail. Ça rencontre une résistance énorme, une chose pareille. Énorme. Et ceci, quelles que soient les intentions ou du maître ou de tout le monde. Mais il se trouve que l'institution s'interpose continuellement entre les intentions, que ce soit du suppléant au ministre, et la réalité. Il faut s'adapter, on devient bête ou fou. C'est cette institution que nous mettons en cause sans se promener dans les rues, mais en créant d'autres institutions. Il me semble que là, on les a vues à l'état natif. Je crois que c'est très grave et que c'est pas étonnant si ça rencontre des résistances. Par exemple, son histoire de lot, de tombola et même de vente de journaux, c'est illégal. Oui, bien sûr. Oui. Il est dans l'illégalité. Mais c'est quand même un peu curieux que pour pouvoir faire quelque chose, il faut sortir de l'institution. C'est une démarche dialectique, n'est-ce pas? Il y a un petit pas qui se fait par des gens qui travaillent à frôlant comme ça un peu les institutions du côté de la mare. Pendant quelque temps, il y a un travail de militantisme, n'est-ce pas, qui se produit aux frontières, très légèrement en marge, en attendant que ça soit officialisé. Et puis si c'est officialisé, ça ne va pas, parce que ça prend, comme vous le dites, une forme obligatoire. Encore une fois, lever tous les obstacles d'un coup, ça peut être l'abîme, le vertige et le précipice. Enfin, il me semble qu'on pourrait comparer le système de l'angoisse dans une classe à l'angoisse dans l'éducation nationale. Nous, si on laisse les enfants s'exprimer et dire et décider, le maître se trouve angoissé. Or, si on laisse les instituteurs décider, les supérieurs hiérarchiques vont se trouver eux aussi angoissés. Et pourtant, il semblerait que dans une classe, c'est la seule façon justement de faire baisser les résistances des enfants, c'est de leur permettre de décider. Alors peut-être une façon de lever la résistance des enseignants, ça serait leur donner un certain pouvoir de décider des réformes, des recherches. Le petit métier deviendra un grand métier. Mais ça ne va pas non plus se faire du jour au lendemain, pas plus que du jour au lendemain ne vont se changer les rapports entre les élèves et les maîtres d'une façon générale et dans toutes les parties du système. Ça, je vous dis, vous avez tout à fait raison de penser cela, et en tous les cas, moi je vous dis que c'est comme cela, moi, que je vois les choses, et nous sommes nombreux à penser cela. Vous ne croyez pas que vous participez, enfin vous,
la hiérarchie participait à agrandir mon angoisse, devant cette espèce de grand vide, devant cette impossibilité de communiquer, devant toutes les barrières qui sont souvent opposées, mais d'une manière que je ne comprends pas, que je comprends difficilement, parce que vous avez l'air de penser, comme les instituteurs, et on se trouve toujours pris dans une espèce de... Dans une institution. Nous sommes en période de mutation. Ah non, excusez-moi. Excusez-moi. Oui, c'est parce qu'il n'y avait pas la mutation avant 68, on a trouvé le langage pour se faire entendre, mais dans l'angoisse de l'instituteur, il y a ce fait, bien sûr, d'être un peu interpellé par un gosse, pas bien grave. C'est le sentiment d'impuissance totale, de ne pouvoir répondre en rien et d'être constamment jugé, jaugé. Mais vous n'avez aucun pouvoir, c'est l'institution qui a le pouvoir, me semble-t-il. Et moi-même, je participe, si vous voulez, à la forme générale, si vous voulez, de pensée, de création et d'action propre à l'enseignant, tout en étant pris également dans ma propre institution, et vous aussi. Oui. Mais c'est ça qui est passionnant. Non. C'est ça qui est passionnant parce que c'est ça qui va, à mon avis, peut faire bouger le système. Oui. Mais moi, c'est ce qui m'embête au contraire. Ah bon, de voir que vous pouviez penser comme moi, alors là, à l'échelle tout à fait là-haut. Mais je ne sais pas, pourquoi là-haut? Parce qu'au point de vue institution, nous sommes quand même dans un système hiérarchique. Alors on a l'impression de penser la même chose. Mais pas une impression. Et alors, au niveau de leur réalité... On pense à la même chose, et alors peut-être que vous coupez de vos circuits institutionnels habituels, si vous voulez, et de vos camarades, pas dans la mesure où vous pensez la même chose, et peut-être que moi je me coupe peut-être de certaines personnes aussi, je n'en sais rien. Parce que, avoir la quantité d'ennuis qu'on a pour progresser, et même les instituteurs, alors on va essayer, comme on a fait pour la méthode globale, la méthode, pour nous diviser, on va essayer de vous dire enseignement traditionnel et enseignement. Mais ça, c'est pas là le problème. Oui. Madame Dolto, le point de vue du psychanalyste là-dessus, enfin, je veux dire, il y a quelque chose de plus que dans le reste. Si je vois, par exemple, ce film de Fonvielle, je suis très frappée de ce que ces enfants nous disent et de ce que nous voyons de leur visage et de leur façon de parler. Car les enfants qui sont traités comme ils ont eu l'impression d'être traités en classe, et Dieu sait que ce sont des enfants intelligents, nous l'avons tous vu, ben, c'était des enfants qui étaient des retardés scolaires, des inadaptés scolaires. Bon, eh bien, grâce à cette classe, ils ont retrouvé une insertion sociale en ayant le droit de se sentir des hommes au milieu d'une société. Et oui, mais alors là, on peut se poser la question, enfin, ça va déboucher sur quoi? Je veux dire, ils vont rentrer en apprentissage et puis tout recommencera comme si rien ne s'était passé. Donc vous ne croyez pas? Ah, certainement Après pas. une expérience comme ça, rien ne peut recommencer comme avant. Oui, parce que ça serait lié le rôle de l'éducation. Oui, ils ne seront pas tout à fait les mêmes. Vous disiez, les enfants n'avaient pas la parole dans les classes antérieures. Avoir la parole, personne n'a l'école. On a l'impression quand même qu'au niveau d'une classe, l'instituteur a quand même un grand pouvoir. Vous avez l'air de réduire son... Excusez-moi, là, c'est une classe terriblement illégale. Permettez-moi, avez-vous vu qu'elle est dans un préau? Nos techniques de survie en milieu anaérobie, elles sont pour nous. Permettez? Bien. Ils s'en débrouillent, et chaque instituteur en est là. Ils sont dans une situation telle que, s'ils s'adaptent, ils deviennent inertes. Et je veux pas dire malade, mais presque. On en meurt. Or, quand on parle de l'inertie, et de la mauvaise volonté des instituteurs, je voudrais signaler quand même que les stages allégaux sont bourrés à craquer et que il y a une demande. Les stages panais seront encore pleins cette année. Oui. Dans ma classe, il y a véritablement le pouvoir était aux enfants de proposer et de décider, c'est parce qu'il y avait un lieu. Et que ce lieu c'était le conseil, et que même quand les enfants me critiquaient, il y avait une institution mise en place pour que moi aussi je puisse être contrôlée par les enfants qui étaient dans cette institution. Or, ce que je me demande justement, c'est si dans l'éducation nationale, dans l'institution, il y a un lieu. Oui. Il y a un lieu et que ce lieu ait le pouvoir. Ah non, aucun pouvoir. Oui, mais, bon, voilà, même, il y avait un tout petit trou. Parce que ce qui est important, c'est qu'il y ait un lieu et qu'il y ait le pouvoir. Il y avait un tout petit trou. Il y avait un tout petit trou où, au niveau du premier cycle, les transitions pratiques pouvaient coordonner leur action. Rassurons-nous, le trou est bouché, il y a des émissions de TV, comme ça, ils n'auront même pas besoin de se réunir. Ça, c'est important. C'est ennuyé qu'on conclue sur une sorte de pensée de télévision, mais je crois qu'il Non, mais elle fait partie de l'institution, elle a son rôle à jouer. Pas du tout, si elle a un emploi didactique, c'est comme une technologie, elle peut être employée de manière didactique ou de manière libératoire. Oui. Si l'émission, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu une émission de télé, les prétextes à quoi? Les prétextes à un débat. Elle ne nous a pas conditionné, cette émission. Et c'est une émission de formation.
nous sommes formés, si vous voulez, en réaction avec un document qui était le document télévisuel, qui nous a permis de voir très rapidement un certain nombre d'expériences. Il n'est pas question de faire le procès d'une... Et là, alors je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, quoi, ça peut être un excellent objet, il n'aurait fallu de penser, c'est pour ça que moi je pensais conclure, pourquoi faire. Oui, non, mais il y a quand même un enseignement qu'il faut tirer de tout cela, car à travers tout ce que vous dites, apparaît, n'est-ce pas, le danger permanent de cristallisation prématurée de tout effort institutionnel. Il y a une vigilance, encore une fois, une disponibilité à préserver, et c'est sans doute pourquoi notre métier est celui de la jeunesse. Et je crois que c'est cette disponibilité qui nous interdit de conclure et de laisser simplement le débat ouvert. En tout cas, je vous remercie d'être venus, mesdames et messieurs.